Le président turc était invité d'Emmanuel Macron à l'Elysée aujourd'hui. Et pour réagir aux déclarations communes du président français et du président turc, nous sommes avec Cécile Coudriou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente d'Amnesty International France. Déjà, un mot sur le ton employé par Emmanuel Macron pendant cette conférence de presse sur les droits de l'homme. C'est ce qui vous passionne évidemment. Nous avions appelé M. Macron à adopter un ton ferme, à avoir un dialogue de fermeté. Donc ce n'est pas exactement comme ça qu'on pourrait qualifier son ton. Certaines propositions ont quand même été reprises. Nous avions notamment insisté pour que la question des droits humains, et en particulier celle du sort réservé aux activistes, aux défenseurs des droits humains, aux journalistes, soit évoquée. Il semblerait que cela ait été fait, mais on peut dire aussi, d'une manière générale, que le ton était plutôt conciliant, relativement peu offensif, et que dans l'ensemble de leur échange, la part donnée aux droits humains, bien sûr pour Amnesty International, a été insuffisante. Les mots qu'ont employé Emmanuel Macron, c'était « nous avons un désaccord sur les libertés individuelles dans votre pays et dans le nôtre ». Mais c'est vrai qu'on le trouvait peut-être moins offensif que, par exemple, quand il avait reçu Vladimir Poutine à Versailles. Exactement. Le problème que nous avons, c'est de rechercher pour l'instant en vain une cohérence. La seule cohérence que nous partageons, c'est celle de dire qu'on doit parler à tout le monde, effectivement. Mais on a connu un M. Macron beaucoup plus offensif lorsqu'il a reçu Poutine à Paris. En revanche, on a connu le pire lorsqu'il a dialogué avec le président égyptien Al-Sisi. Et c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que l'expression qu'il a employée de nouveau, à savoir pas d'ingérence, est exactement la pire qu'on pourrait entendre. Car pour nous, si effectivement on doit parler avec tout le monde, ça n'est certainement pas avec n'importe quel ton, pour reprendre votre expression, et c'est seulement lorsque c'est un dialogue de fermeté, uniquement lorsque c'est un prétexte, une occasion, à surtout pas manquer, d'évoquer la question des droits humains, notamment puisque chacun dit être entre amis. Après, parlons un peu peut-être des coulisses. Comment une ONG comme Amnesty International travaille en amont, en fait, avant une discussion bilatérale avec un président comme le président turc? Quel dossier vous soumettez, on va dire, au président Macron? Quel nom vous lui suggérez pour qu'il puisse en parler ensuite au président turc? Alors, si on remonte un petit peu plus en amont encore, il faut rappeler que nos deux piliers, ce sont la recherche, d'une part, et puis bien sûr l'activité de plaidoyer. C'est l'action en général qui peut être militante, mais aussi l'action de plaidoyer. Donc là, en l'occurrence, bien sûr, nous avons mené des recherches sur place en Turquie. Quelques semaines, quelques jours, même après le putsch de l'année dernière, des équipes étaient sur place, ont pu rencontrer des avocats, des journalistes, des juges. Et on a vu déjà à l'époque à quel point la dérive s'annonçait, que le président Erdogan avait une réaction extrêmement disproportionnée, avait vraiment une volonté de purge et de profiter finalement de ce putsch pour pouvoir se débarrasser de tous ses opposants. D'ailleurs, je peux que le citer lui-même, a dit, c'est une bénédiction de Dieu, ce putsch. Donc c'est quand même tout à fait symptomatique. Et il y a 55 000 personnes aujourd'hui en détention préventive. Tout à fait. Donc ça, c'est bien sûr à travers des rapports de recherche, des recherches sur le terrain, que nous pouvons documenter, que nous pouvons prouver qu'il y a violation. Mais comment vous faites ensuite pour avoir l'oreille d'Emmanuel Macron sur certaines situations? Donc ensuite, c'est bien sûr, nous sommes caractérisés par le fait que nous sommes une ONG de plaidoyer. Donc l'idée, c'est non pas de toujours interpeller de manière agressive du tout, mais au contraire, de donner des faits précis. Donc on transmet nos rapports, on transmet également des dossiers. Et là, en l'occurrence, la plus grosse déception aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup insisté pour que soit évoqué le cas d'Amnesty International Turquie, car son président, absolument, le président Taner Kilic est en président depuis début juin, avec toujours le même prétexte, des accusations totalement fallacieuses de lien avec le terrorisme. Donc cette fois-ci, le prétexte invoqué est qu'il aurait téléchargé une application smartphone que tous les terroristes utilisent. Donc c'est vraiment extrêmement faible. Et c'est pour ça que ce serait très intéressant que notre président, justement, écoute nos recommandations, parce que ça peut aider à démonter cet argument classique complètement instrumentalisé aujourd'hui de la lutte contre le terrorisme. Nous avons dit et répété, et nous avons interpellé le président Macron sur ce sujet, sur le fait que, bien sûr, la lutte contre le terrorisme est légitime. Elle est légitime aussi en France. Mais de la même façon que l'on peut s'inquiéter parfois de dérives en France, et que nous faisons également ce travail de plaidoyer pour notre pays, nous considérons que la France doit être exemplaire non seulement en interne, en ayant un respect de l'état de droit, un respect même dans la lutte antiterroriste, justement, des libertés fondamentales, mais qu'elle doit aussi
être une figure de proue au sein de l'Union européenne et sur la scène mondiale, même on pourrait dire, pour défendre les droits humains. Comment concrètement la France peut faire pression, entre guillemets, sur la Turquie pour qu'elle respecte davantage les droits de l'homme? On l'a bien vu aujourd'hui, M. Erdogan en a assez d'être isolé, il s'est senti de plus en plus isolé, et ça aussi c'est un argument en faveur du travail que nous menons, car on nous dit souvent, mais finalement vous croyez qu'un personnage comme Bachar al-Assad ou comme Poutine a quoi que ce soit à faire avec ce que vous pouvez dire, mais justement, il ne faut pas non plus s'imaginer que ces gouvernants ont cure de ce qu'on peut penser le reste du monde. Ils ont une place à tenir sur la scène internationale, donc il est important de rester combatif et nous aussi d'avoir un discours qui appelle mais tout ne se joue pas dans des déclarations comme celle-ci par exemple. Tout à fait. Alors justement, au-delà des mots, qu'est-ce qu'on peut promettre entre guillemets ou qu'est-ce qu'on peut avoir comme dialogue entre En effet, nous avons pu voir que M. Macron maniait le discours avec beaucoup d'aisance. Il a fait un excellent discours, par exemple, à la Cour européenne des droits de l'homme, avec bien d'ailleurs des critiques à l'encontre de M. Poutine et de M. Erdogan. Nous ne l'avons pas oublié. Mais ce qu'il faudrait, c'est davantage de cohérence. Et c'est pourquoi nous insistons autant sur le fait que lorsqu'il y a des éléments précis, notamment dans le cas du président d'Amnesty Turquie, la charge de terrorisme est tellement grotesque que ça peut démonter, au-delà de ce cas-là, toute la façon dont le président Erdogan présente en fait sur cette posture qu'il a sans arrêt d'être le grand défenseur contre le terrorisme, tombe lorsqu'on voit à quel point ça devient un prétexte et que en fait ce qu'il veut absolument empêcher, c'est toute opposition, toute critique, même sans parler d'opposition politique, toute critique à l'encontre de son régime, puisque Amnesty n'étant pas une ONG politique, nous sommes apolitiques, eh bien on voit bien que même Amnesty est devenu, c'est quand même tout un symbole, une cible pour M. Erdogan. Mais donc, alors un exemple concret de ce que la France peut faire, promettre, contraindre la Turquie à faire pour que cela s'améliore. On voit bien que la volonté de revenir sur la scène avec l'UE, même si... Mettre l'UE dans la balance. Alors. Voilà, même si on a bien compris, tout un chacun, que l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne n'est pas exactement à l'ordre du jour. M. Macron a été très clair là-dessus, mais il n'en reste pas moins qu'il parle d'ancrage. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas non plus oublier que la Turquie est membre du Conseil de l'Europe et non pas de l'Union européenne. Et là aussi, cette position est extrêmement fragilisée en ce moment. Donc il y a une espèce de façade parfois chez ces dirigeants autoritaires à faire semblant qu'ils n'en ont rien à faire, que ce que pense l'Occident n'a aucune importance. Mais ce n'est pas vrai. En fait, il y a quand même, si on veut maintenir des liens commerciaux, des liens stratégiques, des liens politiques, il y a toujours aussi dans la balance une sorte de, non pas de marchandage, mais de balance et d'équilibre à maintenir avec un respect tout de même du discours qu'on peut tenir en faveur des droits humains. Eh bien, merci beaucoup Cécile Caudriot d'avoir été notre invitée et on se retrouve très vite sur Le Figaro.